That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. C'est une émission assez particulière, exceptionnelle. Je suis très content aujourd'hui de recevoir mes invités, Frédéric Jardin et Abdel Raouf Dafri. Abdel Raouf Dafri était déjà venu tout début de la chaîne. Il avait eu la gentillesse de revenir pour reparler de son film en tant que cinéaste 1500 impurs, et ça avait donné un live mémorable. D'ailleurs, dans le descriptif de la vidéo, vous pouvez cliquer, il y aura le lien du live. Cette fois-ci, Abdel vient avec Frédéric pour parler d'une mini-série en 4 épisodes. Le titre Alger confidentiel. Abdel nous en avait un peu parlé il y a quelques mois de cela lors du live. La série existe. Elle passe sur Arte le 17 février, c'est-à-dire aujourd'hui, 20h55. Et du 16 février au 18 mars, la mini-série sera disponible, accessible sur le site d'Arte. Frédéric Jardin est le réalisateur de cette mini-série et Abdel Raouf Dafri, le scénariste. Frédéric Jardin aussi a participé à l'adaptation de la série, si je ne me trompe pas. Comment allez-vous, messieurs? La vie est belle, il n'y a pas à se plaindre. Tout va bien. Il n'y a pas à se plaindre. Comme je le dis souvent, c'est une chance absolue de vivre dans un pays comme la France. Point. Et on est content que cette série passe enfin et qu'elle se soit bien terminée, parce qu'il y a eu le Covid pendant le tournage, il y a eu des interruptions, il y a eu plein d'histoires. Et tout ça, finalement, c'est terminé et on est content. Et ça passe là, enfin. Juste une petite chose quand même, je remercie beaucoup Clara Brunel du service presse d'Arte pour l'aide apportée à la conception de l'émission, et surtout Jamila Ouzaïr, la magnifique Jamila Ouzaïr, qui me suit depuis le début de cette chaîne, qui me soutient. Merci beaucoup Jamila, je t'embrasse énormément. La série, en fait, l'histoire Alger confidentiel, c'est adapté d'un livre écrit par Oliver Bottini qui s'appelle Paix à leurs âmes. Comment vous êtes tombés tous les deux sur ce livre? C'est Abdel qui a découvert ça et c'est toi qui... Je t'en prie Abdel, vas-y. Alors en fait, il faut savoir, au cas où il y aurait des vocations à devenir réalisateur ou scénariste parmi les gens qui nous regardent et qui nous écoutent, le projet m'a été confié par mon agent qui nous a quittés depuis, Lionel Amand, et c'était en 2016. Donc, vous voyez, en 2016, mon agent me conseille de lire un livre écrit par un auteur allemand qui s'appelle Paix à leurs armes. Et je lis le livre, je suis époustouflé. Et ensuite, je vais rentrer dans le travail d'adaptation. Et en France, on a enfin pris ce pli, c'est qu'on fait confiance aux scénaristes. Et ensuite de ça, c'est à quel metteur en scène allons-nous faire confiance? Quel est le metteur en scène, si jamais les scénarios sont super, qui méritent d'avoir un tel scénario? Moi, je connaissais Frédéric dans ma tête, ça faisait aucun doute. J'ai dit, parce que Frédéric, il a une différence par rapport aux autres réalisateurs français. Il y a beaucoup de réalisateurs français, il leur faut pléthore de moyens. Et ils ont en général très, très peu d'idées. Frédéric, c'est un peu Tom Hanks dans Seul au monde, quoi. Il se fabrique un copain avec un ballon de basket. Il survit et il ressort de là, il n'est pas en dépression. Voilà, et il peut y passer 4 ans sur son île déserte. Il est ingénieux quand il n'a pas beaucoup d'argent, et ce n'est pas une production pléthorique comme Frédéric pourra le confirmer, comme on a eu avec Canal+, sur Braco, Frédéric sur Engrenage. Arte, c'est très différent, c'est une autre économie. Et du coup, c'était évident que le seul metteur en scène qui soit capable de travailler sur mes textes et de faire preuve d'ingéniosité et de réagir comme ça tout de suite à la va-vite parce que l'urgence économique l'impose, c'est Frédéric. Donc après, quelques années plus tard, on est parlé à Frédéric, mais entre 2016 et 2020, quand Frédéric est parti au Maroc tourner, j'écrivais, je corrigeais, je travaillais avec les gens de chez Arte. Les gens de chez Arte, il faut leur donner un nom et un prénom parce qu'ils ont été formidables au développement. C'est Adrienne Fréjac et Olivier Vottling, qui sont aussi intelligents que la chaîne qu'ils incarnent et qui ne m'ont pas emmerdé une seconde avec des questions stupides en cours de développement sur les scénarios. Voilà. Et moi, Abdel est venu, m'a contacté, c'était en mai-juin 2019.
quand ils avaient besoin d'un réalisateur. Vous avez déjà travaillé ensemble sur la série Braco, la saison 3-4 et la série Oui. Engrenage qui est 5-6-7. Alors, vous connaissez déjà. Sur Braco, excuse-moi Samir, sur Braco, quand j'ai fait la saison 2 de Braco, c'était dans des conditions de développement assez particulières. Bon, et on a fait une audience hallucinante. On a gagné un prix aux États-Unis et qui n'est pas rien, qui était l'International Emmy Award pour la saison 2 de Braco. Et sur la saison 3, je me suis retrouvé avec mon producteur Claude Chély, qui a été aussi le producteur de Frédéric. On s'est retrouvé un peu comme les patrons, quoi. Donc, moi, j'ai dit, Claude m'a dit, quel metteur en scène allons-nous chercher? Et j'ai un cousin qui m'a dit, ouais, il faut que tu prennes un mec. Il s'appelle Frédéric Jardin. Alors, j'ai dit, non, mais c'est qui ce mec, Frédéric Jardin? Il me dit, il a fait un long métrage avec Marco Cherki, avec qui tu as travaillé. Je fais, ah oui, je me souviens. Et je lui dis, mais t'es sûr? Et il me dit, oui, oui, je suis certain. Lui, il va faire un carton avec Braco. J'appelle mon producteur, Claude Chély, et je lui dis, tu dis à Canal qu'il faut qu'il prenne un mec qui s'appelle Frédéric Jardin, qui a fait un long métrage. Oui, mais il a fait qu'un long métrage. Oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'en avais fait 4. Il en avait 4. Il en avait fait 4. Ouais. Non, mais dans le genre. C'est ça. Il y en a un qui était plus connu. Et puis, surtout, ce qui revenait, c'est qu'on me disait, il fait de la comédie à la base. Ça, c'était un truc tout d'un coup. Mais je dis, mais on s'en fout qu'il fasse de la comédie. Il peut faire aussi du drame. Chez Bourvil, il a bien joué avec Jean-Pierre Melville. On va se détendre. Et alors, il a appelé Canal. Il a dit Abdel Nana. Et on s'est retrouvé avec un Frédéric Jardin, qui est un type qui a énormément de caractère et qui a de la poigne, sur les premiers épisodes de la saison 3 de Braco. Et Canal est tombé amoureux. Les gens de Canal sont tombés amoureux du travail de Frédéric. Et après, il a enquillé plein de trucs chez Canal. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on s'est connus au tout début. Voilà. Et à la fin de l'écriture de l'adaptation par Abdel du bouquin de Bottini, eh bien, ils avaient besoin d'un réalisateur et ils sont venus me chercher, enfin, pour résumer. Et on s'est vu, c'est ça, en mai-juin 2019, et on a commencé à travailler sur le casting, sur les repérages, et tout s'est lancé. Voilà. Et on a commencé à tourner en Allemagne en février 2020. Pour interrompre, puis après, nous sommes partis à Casablanca et nous avons été interrompus par le Covid en mars 2020, comme tout le monde, et on a dû rentrer et attendre 6 mois pour reprendre le tournage en octobre 2020, comme ça vous savez tout, octobre et novembre 2020. Raconte-leur des histoires de visa avec l'Algérie. C'est toute la difficulté de la fabrication d'une série qui se passe à Alger. Il a fallu évidemment trouver, comme on ne peut pas tourner à Alger. On se dit tout. C'est un peu notre obsession, c'est qu'aussi pour les Algériens, que ça n'ait pas l'air de faux et qu'on a aussi des images, des stades. Et on avait une équipe là-bas qui a pu nous faire un peu clandestinement. Oui, ça se voit que ce sont des images un peu volées. Ouais, vous avez un peu comme ça, exactement, oui. Mais vous avez essayé de demander l'autorisation à Alger pour tourner. Vous avez quand même essayé de demander l'autorisation pour pouvoir tourner là-bas ou vous avez... Oui, bien sûr. Bien sûr. J'ai demandé 2 fois un visa et rien ne fonctionnait. Enfin, je pense que je ne rentrerai jamais de ma vie en Algérie. Je suis né en 64. En 64, les enfants de parents algériens, mes parents sont arrivés en 63 sur le territoire français, les enfants de parents algériens, comme moi, on avait, et c'était obligatoire, la double nationalité jusqu'à nos 18 ans. Et c'était des accords bilatéraux. Et à mes 18 ans, il fallait que je choisisse entre l'Algérie et la France et que je fasse la démarche auprès de la mairie. Et mes parents, ma mère, elle m'avait déjà dit dès l'enfance, dans cette famille, les Arabes, c'est votre père et moi, vous êtes français. Maintenant, si vous voulez devenir algérien, c'est votre problème. Mais bon, que Dieu vous garde. Alors, donc, je suis allé à mes 18 ans à la mairie et j'ai fait le choix d'être français à part entière. Point barre. Voilà. Donc, après, l'Algérie ne me séduit que sur une chose, c'est sur son rapport avec le monde occidental. C'est-à-dire,
moi, je suis français. Si je suis français, je dois m'intéresser aussi à l'Algérie. Et en plus, mes parents sont algériens. Je crois que nos deux pays ont une histoire qui est tellement énorme, près d'un siècle et demi de colonisation, une guerre, enfin, il y a encore des rapports très tendus, on le voit avec Tebboune et avec Macron. On ne peut pas ignorer l'Algérie quand on est français, même si on n'a pas des parents algériens. On ne peut pas l'ignorer. Donc, ça fait partie de l'histoire de la France. Point. Récemment encore, Abdelkader, un monument a été élevé en son honneur. Donc, il faut arrêter. On a plus de points communs, nous, Français, avec l'Algérie qu'avec la Finlande. Voilà, même si ici, majoritairement, les gens sont blancs. Hein, Frédéric? Alors, le monument dont tu parles, Abdel, quand même, c'est un monument qui a eu un sacré problème parce qu'ils l'ont détérioré. Il a été détérioré, ce monument. Et pour revenir à l'Algérie, ce qui est assez incroyable quand on commence à regarder la mini-série et quand on connaît un peu tes travaux, Abdel, je crois, parce que, ayant vu ton film, je crois que c'est bien la première fois que là, tu attaques frontalement l'Algérie contemporaine. Non, moi, je ne me pose pas les questions comme ça en termes d'opportunisme, de programme et de circonstances. J'ai le livre, j'ai lu ça. Tu vois, c'est pas un. Tu vois, j'ai lu ce livre d'Oliver Bottini. J'ai trouvé l'histoire extraordinaire et la seule chose qui me mène, moi, c'est l'histoire. Et si ça avait été une histoire pourrie qui se déroule en Algérie avec des Algériens, des Allemands, j'aurais dit ça ne m'intéresse pas. Mais là, ce livre est respect à Oliver Bottini. Oliver Bottini a décrit les Algériens et l'Algérie d'aujourd'hui, et Alger et Constantine et le mental algérien avec une précision qu'aucun auteur français n'est capable d'avoir. Et pour un Allemand dont le pays n'a rien partagé en termes d'histoire et de proximité historique ou géographique, c'est une forme d'exploit. Donc moi, quand j'ai lu ça, on m'a dit, c'est pour Arte, c'est avec un producteur, Philippe Alessandri. Est-ce que tu veux? J'ai dit, je l'adapterai. J'ai demandé, par respect pour Oliver Bottini, parce que moi, je respecte les auteurs, j'ai dit à Philippe Alessandri, je vais rencontrer Oliver Bottini, je vais lui expliquer ce que je vais faire avec son livre. Et si Oliver Bottini me dit, jawohl, je déconne, et s'il me dit qu'il est OK, eh ben, je le fais. Si Oliver Bottini me dit, je ne partage pas votre point de vue, Abdel, je me retire. Oliver a adoré ce que je lui ai raconté, comment je voyais les choses au niveau de l'écriture. Arte a adoré aussi, ainsi que Philippe Alessandri, le producteur. Et je me suis mis au travail, point. Mais je ne réfléchis pas en me disant, tiens, ce serait bien de traiter le sujet de un tel parce que j'ai vu qu'il faisait tous les médias français en parler. Non, non, non. Le fait que l'histoire se déroule de manière contemporaine aujourd'hui, c'est un hasard. Voilà, c'est un hasard, d'accord. Les personnages, c'est ce que disait Michael Cimino. Ce qui m'intéresse, moi, c'est pas la chose intellectuelle, ce sont les personnages. Est-ce que les personnages me parlent? Et Michael Cimino disait, et il le disait à juste titre, les idées trop intellectuelles ne font pas un film. Et l'opportunisme d'un sujet à la mode, c'est le meilleur moyen de faire un mauvais film. Parce que je rappelle que j'ai démarré en 2016 l'écriture. Frédéric est arrivé par la suite en 2019 très vite pour travailler. Aujourd'hui, on pourrait être très ringard si on avait choisi un sujet à la mode. Voilà. Et aujourd'hui, on est en plein dans cette actualité-là avec la commémoration des accords d'Évian et avec ce qui se passe encore en Algérie et le Hirak. C'est-à-dire que la série est restée, elle reste encore très à la page. Voilà. On n'est pas has-been déjà avec cette série. Voilà. Oui, mais entre le livre que je n'ai pas lu malheureusement et l'adaptation que tu en as faite, est-ce qu'il y a des changements? Alors, je vais être totalement transparent et honnête. J'aimerais dire que j'ai été un génie, que j'ai comblé des lacunes, que j'ai rendu le texte meilleur. Non, tout était déjà là. Ce qu'il fallait que je fasse, c'était assembler dans un ordre qui peut entrer dans un système de production et parler à un metteur en scène. C'est ça le travail que j'ai fait. Tout était déjà là. La chose que j'ai enlevée et qui occupe vraiment une grosse partie du livre, c'est toute la politique allemande. Vous voyez, Samir, c'est la politique allemande. Il y a un gros passage, plusieurs gros passages où l'intrigue se déroule aussi dans les milieux du lobbying industriel, militaire allemand. Et ça, je me suis dit, ça va emmerder tout le monde. Ce qui était intéressant, principalement, c'est l'histoire d'amour et
la vente avec des armes entre l'Algérie et l'Allemagne, ces fusils mitrailleurs importants, et ces jeunes qui décident de faire une révolution sans faire couler le sang et qui croient qu'ils vont retourner la table sans casser la porcelaine. C'est stupide, ça ne tient pas debout. Mais je dois dire, et ce n'est pas glorieux pour moi, c'est que tout était déjà là. Donc, je n'allais pas emmerder l'auteur alors qu'il avait fait un travail magnifique et que le livre me donnait les choses et me mettait à disposition. D'ailleurs, je signale qu'il y a 2 grands metteurs en scène et 2 grands scénaristes qui ont fait ça avec le livre de Cormac McCarthy, This Country for Old Men. Ce sont les frères Cohen. Quand on connaît le livre de Cormac McCarthy et qu'on regarde les films des frères Cohen, la plupart des scènes sont quasiment les chapitres mot pour mot à la virgule près du livre de Cormac McCarthy. Voilà. Et toi, Frédéric, est-ce que, comme Abdel, pour travailler ta mise en scène par rapport à cette mini-série, est-ce que les personnages, l'apport des personnages donne une orientation dans la mise en scène? Tu construis ta mise en scène par rapport aux personnages? Oui. Oui, et quand j'ai lu, c'était 3 épisodes au départ, Oui. d'ailleurs. On a transformé 3 épisodes, je crois, de 52 qu'on a ramené à 4 épisodes de 45 minutes. Donc il y a eu des réajustements comme ça. Mais ce sont les personnages qui m'ont immédiatement captivé. La romance entre Ralph, donc ce chargé de la sécurité à l'ambassade d'Allemagne, et Amel, cette jeune juge d'instruction algérienne. Leur histoire d'amour, l'enquête que Ralph mène pour retrouver évidemment les ravisseurs de Richter, qui est ce jeune, enfin cet ingénieur allemand qui vient s'installer, à Alger pour ouvrir cette usine de blindés. Donc ce sont tous ces personnages-là qui m'ont immédiatement captivé, et c'est ça qui m'a donné envie de participer à cette grande aventure. Après, à partir du travail d'Abdel, il y a toujours des réajustements. Il y a de la réadaptation en fonction des décors, en fonction du casting, en fonction de la situation. Il y a des fois, tu te retrouves coincé, tu dis, je peux pas aller jusqu'au bout du texte. Donc, le metteur en scène, quand il sait lire et quand il sait écrire, on va pas s'en priver. Voilà. Après, il y a aussi des changements de dialogue qu'on opère souvent sur le plateau avec les acteurs. Là, le vrai défi aussi, c'était les 4 langues, parce qu'on est aussi en allemand, on est en arabe algérien, et on est en français, évidemment, et en anglais un petit peu aussi, avec le gars de la CIA, quoi, notamment, tout ce qui passe. Mais donc, c'est aussi une série sur le langage. Enfin, il y a une folie entre ces 4 langues, c'est tressé, et je crois qu'on s'y retrouve d'ailleurs, mais le défi était là. Et c'est ça aussi qui me captivait, c'est de pouvoir vraiment faire la série en arabe, en français, en allemand et en anglais. Mais il y a quelque chose d'assez troublant et de passionnant quand on y repense. Et c'est le tout début, c'est vraiment au début du premier épisode, quand cet ingénieur arrive à l'aéroport d'Alger. Et donc, il y a cette espèce de garde du corps, puis il y a le chauffeur. Et dans la voiture, le chauffeur lui demande est-ce que vous parlez arabe? Et puis à un moment, il lui dit je ne comprends pas. Il le traduit en arabe. Et tous les 3 sont en train de se dire je ne comprends pas en arabe et en allemand. Et moi, j'ai cette impression qu'en fait, la série, c'est ça. C'est que tous les personnages, à un moment ou à un autre, surtout dans des situations où ils ne comprennent pas ce qui leur arrive, qu'il faut toujours qu'ils se démerdent pour avoir toujours une case d'avance. Et même Soudani, à un moment, ne comprend pas ce qui lui arrive, alors que il est quand même censé représenter le symbole du pouvoir algérien, etc. Moi, je trouve que ce premier moment, je ne comprends pas, dit beaucoup de choses de la série. C'est aussi, ça, c'est les grandes qualités d'Abdel. Je dis pas ça pour lui tirer les pompes, évidemment. C'est ce talent que tu as, Abdel, de traiter ce que j'appelle le choc des cultures. Là, il n'y a pas plus entre les Allemands et les Algériens, et de jouer avec ça. Et c'est vrai que cette première scène où ils parlent entre eux dans la voiture, et même à un moment donné, il y a presque un trait d'humour sur le fait que tout à coup l'allemand pourrait ressembler à de l'arabe. Oui, mais ça c'est du texte que toi t'avais mis. Il faut être très honnête. Hein, moi, je suis très transparent. Le texte n'était pas tout à fait ça, ce que j'avais écrit. Mais comme il a improvisé sur le plateau, parce que des choses surgissent sur un plateau, on a prémédité à l'écrit, et c'est là qu'il a réagi. Toute la blague autour du texte en allemand,
il faut en donner le crédit à Frédéric, puisque c'est lui qui l'a écrite, celle-là. Et à nos acteurs qui ont joué le jeu, mais c'est vrai ce que tu dis, Samir, c'est que tout à coup, ça donne le là pour la série. C'est-à-dire que c'est des personnages qui, à un moment donné, sont les uns à côté des autres, tout ça, mais vont avoir du mal à se comprendre. Et c'est ça qui est obligatoire et grisant et dans cette série, je crois. Abdel, quand tu as lu le bouquin et tu as commencé à travailler sur l'adaptation, je sais que là, tu t'occupes des personnages, c'est très important pour toi, l'histoire et les personnages, certes. Mais là, par contre, la question, c'est pour vous deux plutôt. C'est pour toi, Frédéric et Abdel. Est-ce qu'il y avait des moments où vous voyez des visages d'acteurs où ça s'est fait, tout ça, ça s'est fait au casting et point barre? Frédéric a réalisé plus de films que moi, donc j'aimerais savoir si lui, il pense aux acteurs au moment où il se met dans le process d'écriture avant de se mettre dans le process de mise en scène. Moi, perso, non. La seule fois où j'ai eu en amont, très en amont, la possibilité de penser à un acteur, c'était sur les films consacrés à Jacques Messrine, parce que j'avais accepté le contrat, et Jean-François Richer, le réalisateur aussi, à condition que ce soit Vincent Cassel qui joue Jacques Messrine. On était à fond sur Vincent. Et je me suis retrouvé dans une position où j'ai expliqué à Vincent quelle était ma vision du projet. Jean-François était là, on était chez Vincent Cassel, et j'ai expliqué à Vincent quelle était ma vision. Et Vincent a tapé dans ses mains, parce qu'il est toujours en énergie, il est toujours debout alors qu'on était tous assis. Et il a dit à Thomas Langman qui était présent, c'est bon, je le fais. Mais c'est la seule fois où j'ai écrit, et d'ailleurs Vincent Cassel m'a donné un conseil parce que j'étais un débutant, et lui, ça faisait un moment qu'il était dans le métier, il m'a dit, Abdel, il y a une chose que tu vas faire pendant l'écriture, évite de penser à moi. C'est ce que m'a dit Vincent Cassel. Il m'a dit, évite de penser à moi, pense au personnage, et moi, mon boulot, c'est d'incarner le personnage que tu écris. Voilà. Donc, d'une certaine manière, il m'apprenait une première leçon, c'est ne pense pas à l'acteur, pense au personnage. L'acteur, lui, doit faire son boulot et rentrer dans le personnage. En lisant les textes pour la première fois, après, c'est une démarche très réaliste. Qu'est-ce qu'on a comme acteur franco-algérien qui puisse à la fois parler l'arabe et le français? On a une démarche très pragmatique moi en l'occurrence, quand je réalise, il n'y avait pas beaucoup de personnages de français en vérité dans la série. Il y a le marchand d'armes Clérel qui est français. J'avais pensé à Olivier Chantreau parce que j'avais travaillé avec lui. Il me semblait convenir au personnage. Et les Allemands, on est un peu parti à la découverte de tout le casting allemand, avec une formidable directrice de casting là-bas. Et je me suis aperçu qu'il y avait un réservoir d'acteurs et d'actrices prodigieux en Allemagne. Alors même Ken Duquesne qui joue le rôle de Ralph, qui est une vedette en Allemagne, moi je ne le connaissais pas. Donc il y a toute cette complexité à la fois d'être réalisateur français, mais de raconter une réalité allemande, algérienne, donc apprendre à la raconter, et donc partir à la découverte du casting avec des acteurs franco-algériens, des Allemands, un peu français aussi, anglo-saxons pour le rôle de l'agent de la CIA, de représenter la CIA en Algérie. Mais quand on lit, on n'a pas. Et si c'est vrai que pour le rôle de Jamel, qui est un rôle compliqué, j'ai pensé assez vite parce que à Raphaël Acloc, qui est algérien par sa mère et corse par son père. Le mélange. Nitroglycérine et dynamite. Je crois, on le voit, il a une intensité, est un acteur assez incroyable. Oui. Voilà, j'ai surtout pensé à lui tout de suite parce que c'est un rôle pas évident à distribuer. Il y avait un vrai défi au casting, mais on est vraiment parti à la découverte de tous ces gens, quoi, avec un casting fait en amont, très en amont, en prenant le temps, avec une directrice de casting en France, une directrice de casting en Allemagne, mais aussi en Algérie, parce que le rôle j'ai un trou de mémoire, le grand-père par Mohamed Jouri est un acteur algérien qui le regretter. Travailler avec lui, il nous a quittés. Si tu peux en parler, Frédéric. Et Mohamed Jouri qui nous a quittés. Et je cherche le nom de Mohamed dans la série, au restaurant au début. Ça va me revenir. C'est Youssef Ben Mehdi en fait. C'est le grand-père. C'est le grand-père, Youssef Ben Mehdi, absolument. Mohamed Jouri joue Youssef Ben Mehdi. C'est un formidable acteur algérien qui est venu exprès d'Algérie. Et il y a aussi, on a perdu Jamel Barek. Jamel Barek,
Jamel Barek, c'est le grand-père. C'est pas le grand-père, c'est l'ami du meilleur du papa de Voilà. Raphaël. Voilà. Et à la fin, le grand-père, c'est Mohamed Joui, qui est un très beau personnage. Mais Pasolini disait que l'histoire, c'est toujours les enfants, les fils qui disent à leur père qu'ils se sont trompés. Et j'ai l'impression dans cette mini-série, il y a un moment, il y a un moment extraordinaire où pour le coup, le personnage joué par Raphaël, Jamel Benmidi, et à un moment, donc, Jamel dit à son grand-père, et il lui dit en gros, mais t'étais où, toi? Et moi, je suis grand, j'ai grandi maintenant. Voilà, je suis grand, j'ai grandi. Regarde-moi. Et je trouve ça extraordinaire, toujours cette histoire entre les jeunes et les vieux, même si les vieux ont participé à l'indépendance, à la guerre, à je ne sais quoi, il y a quand même les jeunes qui sont là pour leur rappeler certaines choses peut-être qu'ils n'ont pas su faire ou qu'ils n'ont pas pu faire. Et je vois ça souvent dans la mini-série. J'imagine que c'est pas quelque chose d'anodin. Non, non. C'est quand on connaît l'histoire de l'Algérie et quand j'ai travaillé sur le sujet, même si c'était en germe dans le livre d'Oliver Bottini, j'ai tenu à accentuer cette part-là. C'est quoi l'Algérie? On a castré, quand je dis on, le colonisateur français a castré les pères. Quand le colonisateur français est arrivé en 1830 en Algérie, il a entrepris de castrer l'homme algérien, c'est-à-dire de le mettre à genoux et de lui enlever sa force patriarcale et de le soumettre. Les fils ont été d'une certaine façon amenés à devenir des libérateurs de l'Europe et de la France. Si on parle de Monte Cassino, si on parle des tranchées de 14, okay, donc l'homme algérien a été castré par la colonisation. Et quand la colonisation et de la colonisation, on est passé à l'indépendance, le pouvoir en place, orchestré par des hommes et uniquement des hommes, a soumis les femmes et à nouveau a castré l'homme algérien en le faisant vivre dans une peur permanente. Il y avait ceux du pouvoir, que le peuple algérien appelle le système, et il y avait le citoyen de base. Et il y a une histoire qui a été racontée, qui est une propagande en faveur d'un parti qui s'appelle le FLN et qui est à la base un parti de meurtriers. Et donc, de fil en aiguille, ensuite, on a quasi coupé les têtes via la période islamiste. L'homme algérien n'a jamais pu réellement s'accomplir en tant qu'homme et profiter de son statut de père pour offrir une transmission à son fils. La transmission est la chose la plus importante. Elle a été aussi cassée, par exemple, aux États-Unis. Aux États-Unis, les plus grands champions de baseball étaient noirs. Pourquoi? Parce que les pères jouaient au baseball avec leurs fils. Quand les pères ont commencé à quitter pour diverses raisons le foyer, on s'est retrouvé avec une génération de mères qui s'occupaient de leurs enfants. Beaucoup de grands rappeurs américains peuvent en témoigner. Ils n'ont grandi qu'avec leur mère. Il suffit de revoir Menace to Society, où le personnage de Laurence Fishburne garde tant qu'il peut son fils à l'abri de la rue. Donc, il y a énormément… Boys in the Hood. Excuse-moi. Dans la transmission patriarcale ne s'est pas effectuée. L'héritage du père au fils ne s'est pas effectué. Dans cette histoire, dans Alger confidentiel, le fils, Jamel, n'a pas eu droit à son père parce que le pouvoir, le système lui a enlevé. Qu'est-ce qui lui reste comme figure paternelle à laquelle se raccrocher? Le père du père. Mais le père du père, il est passé à autre chose. Le père du père, il a quitté l'Algérie et il a un recul pour voir ce qui se passe, pour comprendre ce qui s'est passé. Et il se dit, mais aller dans le maquis, tenir une mitraillette, tuer des Français, tout ça pour ça. Et en Allemagne, il a trouvé l'amour avec cette Allemande. Il a trouvé une paisibilité. Lui-même va se faire enterrer dans un cimetière protestant en tant que musulman. C'est-à-dire que la chaîne de la transmission a été cassée par la dictature algérienne. Les pères, les fils sont tellement perdus qu'ils ont soit la mer pour s'échapper et s'évader du pays, mais ils n'ont plus le père pour leur montrer comment naviguer. Le père qui est une boussole. Et le personnage de Jamel Benmedi, malgré ses errements, malgré sa folie, c'est un personnage qui me touche énormément parce que
Il a besoin d'une figure paternelle. Sa figure paternelle qui est venue le voir à son dernier match de football, alors qu'il risquait l'incarcération, il l'a vu emmené par le pouvoir. Il l'a vu emmené de force par Soudani. Il l'a vu être soumis. Et il lui faut raconter son histoire. Il lui faut retrouver un cœur d'homme pour lui parler. Et ce cœur d'homme, c'est celui d'un vieil homme qui est fatigué et qui est revenu de toutes ces conneries-là. Et c'est ça qui est triste. Donc, ça n'est pas innocent si j'ai accentué à l'écriture ce qui était déjà en germe de la part d'Oliver Bottini dans son livre. Voilà. Et est-ce que dans le livre d'Oliver Bottini, tu dis les fils, est-ce qu'il y avait aussi une place importante pour les filles? Les femmes sont les gardiennes de leurs enfants, elles sont les gardiennes de la famille et de l'unité sociale et civile, mais elles ne sont pas représentées à l'intérieur même du pouvoir algérien. Il y a quelques femmes qui travaillent dans le gouvernement de Tebboune, mais elles sont reconnues comme étant Nadine Morano à côté, c'est un prix Nobel de physique. Voilà. Donc, faut le savoir quand même. Il y a les figures matriarcales dans la société algérienne ou les femmes politiques dans la société algérienne sont quasi inexistantes. En revanche, ce qu'Oliver Bottini a fait, et c'est ce qui m'a séduit, c'est que celles qui se battent contre la corruption, celles qui défient le pouvoir patriarcal, elles est allemande. Katharina Prinz est une guerrière. Cette femme se bat et contre la corruption d'une industrie militaire et qui n'a que pour idée que le profit. Et elle ne comprend pas pourquoi l'Allemagne, son pays, qui a survécu au nazisme, cherche à vendre des armes aux Algériens qui ont besoin d'autre chose que de fusils mitrailleurs. Il faut quand même savoir, Samir, qu'entre 2017 et 2021, écoute bien, entre 2017 et 2021, l'Allemagne a vendu à l'Algérie, et ce sont des chiffres officiels, ils ont été déclarés au Bundestag, en pleine assemblée, l'Allemagne a vendu pour 22 milliards et demi d'armement à l'Algérie, entre 2017 et 2021, 22 milliards et demi d'euros. Voilà de quoi on parle. L'Algérie a besoin d'armement. Le peuple algérien a besoin de 22 milliards et demi d'armes. Non, il a besoin d'autre chose. Voilà. Et c'est aussi ça que dit Katharina Prinz. Donc, pour les personnages féminins, oui, Katharina Prinz était là. Je trouvais que c'était un versant allemand, une chevalière d'intégrité qui était intéressante. Et il y avait Amel, avec tout le poids que représente sur elle la société patriarcale algérienne. Et pourtant, elle fait le bon choix. Mais c'est vrai que Amel est le seul personnage féminin algérien et qu'au début, elle est prisonnière du clan soudani, puisqu'elle a été élevée. C'est la nièce de Soudani. On l'appelle la nièce, parce que techniquement, elle n'est même pas la nièce, mais enfin bon, c'est une forme de. Tu vois, elle a été adoptée en fait par le général Soudani et elle lui doit tout. D'ailleurs, il y a une scène très forte qui concerne ce moment-là dans notre histoire, mais c'est aussi le récit d'une femme qui étouffe, qui est prisonnière de ce clan, à qui elle doit tout et qui en même temps a besoin de s'émanciper et va le faire. Je ne divulgage pas, enfin je le fais un peu comme ça, je ne sais pas. Mais on est obligé de discuter de tout, sans ça on peut plus parler vraiment dans le détail de nos personnages. Mais c'est vraiment aussi, moi je le voyais comme ça, d'une femme qui étouffe et qui va apprendre doucement à s'émanciper de son clan, à respirer, apprendre et avoir des idées indépendantes et d'essayer de s'échapper de tout ça avec Ralph. C'est aussi ça. Après, je ne pense pas qu'elle soit effectivement représentative comment dire, d'une conscience révolutionnaire ou de liberté des femmes en Algérie. Mais là n'est pas le problème parce que c'est adapté d'un livre. Là, tu soulèves un point intéressant. Rappelle-toi une chose. La guerre d'Algérie. Oui. La guerre d'Algérie. En fait, j'avais pas fini. Pardon. Pardon. Alors, excuse-moi, Abdel, c'est moi qui n'avais pas terminé. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que la base, il y a un livre. Donc, ce que je veux dire, c'est que le livre dit des choses et c'est normal que ces choses-là se trouvent dans la série. Là, mais les gens doivent bien comprendre qu'elle ne représente pas la jeunesse des femmes algériennes. Les gens c'est pour ça que le grand public est très malin, très fin et très sophistiqué.
Donc, j'en suis conscient, mais c'est pour ça que je voulais quand même le dire avant qu'on commence à critiquer cela, alors que ce n'est pas le cas. J'imagine que filmer toute la partie allemande et filmer la partie algérienne, à mon avis, au niveau de la mise en scène, ça devait être complètement différent, ne serait-ce qu'au niveau de la photographie. J'ai l'impression que, paradoxalement, en Algérie, c'est très éclairé, très lumineux, même quand les moments sont assez chaotiques, alors qu'en Allemagne, c'est beaucoup plus bleuté. Naturellement, ça s'est présenté à nous. C'est vrai qu'il y a une grisaille allemande et quelque chose de froid, surtout au moment de la tournée, qui était pendant l'hiver. Et puis, évidemment, le Maghreb, l'Algérie, avec une lumière plus chaude. Voilà, il y a ce contraste-là. Ce dont on parlait tout à l'heure, le choc des cultures, enfin, c'est à tous les niveaux, quoi, même visuellement, dans les images. On a renforcé à l'étalonnage ensuite. Mais en même temps, c'était pas, parce que ça fait un peu, je trouve que finalement c'est un peu cliché de dire, ah bon, ben finalement l'Allemagne on va le jouer très froid, très métallique, et puis finalement l'Algérie très chaud, ça s'est présenté à nous comme ça. Je ne pense pas qu'on ait, j'ai accompagné ce mouvement-là à l'image, voilà, quelque chose d'assez naturel, sans l'exagérer. Oui, mais c'est paradoxal, parce que en Algérie, dans les séquences très sombres, il y a toujours cette même lumière. C'est ça que je trouve intéressant dans ce choix de mise en scène. C'est dans le paradoxe, voilà. C'est la manière que tu as de filmer le paradoxe, qui est à l'image aussi de l'intrigue, quoi, du récit. Mais je réfléchis en même temps à ce que tu dis. Ça, c'est génial ce que j'entends. Et Samir, parce que je repense à tu viens de sortir la façon dont tu filmes le paradoxe, blablabla. Bon, moi-même, je serais bien en peine de réussir si j'avais réalisé et on me sortait ça, de répondre. Je vais te sortir une anecdote que j'aime bien, parce qu'en France, on aime bien avoir une vision intellectuelle des choses quand un metteur en scène fait quelque chose. Je me souviens toujours de la réplique de Akira Kurosawa à Sidney Lumet ou Paul Schrader. Je crois que c'est Paul Schrader qui avait rencontré Akira Kurosawa et il lui dit « Maître, ce plan magnifique que vous faites d'un samouraï, j'ai trouvé qu'il était légèrement étriqué de chaque côté et on sent que si vous bougez, mais c'était une manière pour vous de montrer le côté très austère et très serré du mental du samouraï dans sa rigueur. » Et Kurosawa le regarde et lui dit « Non, j'aurais aimé filmer plus large, mais derrière, on voyait l'usine Sony. » Abdel a raison. Souvent, les journalistes, tout le temps d'ailleurs, pensent que les réalisateurs, les scénarios, enfin, pas seulement au niveau de la réalisation, que tout est pensé, voulu, etc. Oui, d'une certaine manière. Mais comme on va souvent de frustration en frustration, d'obstacle en obstacle, on doit jongler avec la réalité, à la fois la réalité économique, parce qu'on manque d'argent, parce qu'on doit tourner plus vite que ce qu'on le pensait, parce que tout à coup un acteur vous a lâché ou une actrice n'est pas disponible, ou alors finalement, on doit faire avec ce qu'on a. Donc moi, je fonctionne très à l'instinct, et quand tu me parles des lumières, ça, oui, mais on joue avec la lumière allemande qui s'offre à nous, et c'est formidable, et avec la lumière du Maghreb, la lumière algérienne qui s'offre à nous, et c'est formidable. Donc c'est plus chaud et plus froid, plus métallique du côté allemand. C'est aussi le sujet de notre série. Mais en tout cas, on fait avec ce qu'on a quand on réalise. C'est exactement. C'est que des emmerdes, que des complexités. À des moments, on n'est pas d'accord, même avec Abdel Lahaner, on s'adore et tout ça, c'est une réalité, mais à des moments, on ne s'entend pas toujours. Quand il y a un scénariste, un réalisateur, etc., on trouve des solutions ensemble, on bavarde, etc. Mais tout est compliqué en réalité quand on fabrique une mini-série, une série ou un film. Et rien ne se passe comme on voudrait. Et à la fin, à l'arrivée, ce qui est important, c'est de retomber sur nos rails et d'être près de nos personnages et créer de l'empathie avec nos personnages, qu'ils soient allemands, algériens, américains, français, comme dans cette série. Mais ce qui est important, c'est de retomber sur nos pattes, inlassablement. Et ça, on peut quand même, ce que dit Kurosawa, finalement, il y a une usine, finalement, au lieu d'être au 18 mm, je vais mettre le 35. Et le grand public, et ça roule. Et oui, mais en fait, pour un peu me défendre quand même si j'ai l'habitude avec Abdel. Même si j'ai un peu mis en accusation, Samir. Même si j'ai un peu l'habitude avec Abdel, par respect pour le travail que vous avez effectué sur cette mini-série que je recommande vraiment parce qu'elle est vraiment passionnante de bout en bout, du début jusqu'à la fin, je vois des choses et je me dis tiens, c'est intéressant ça et j'aimerais bien en parler avec le cinéaste.
en l'occurrence toi, Frédéric, tout simplement. C'est pas une envie Oui, bien sûr. d'intellectualiser quoi que ce soit. Je trouve que c'est extraordinaire ce paradoxe. J'avais envie de le partager avec toi, c'est tout. C'est à moi de te poser une question. Je t'en prie. Davantage ce que tu entends par paradoxe. Bah, le fait qu'il y a des moments dans la partie algérienne où il y a une tension très forte, très chaotique, et il y a toujours cette même lumière éclatante, étincelante, et je trouve ça juste innovant de ne pas aller dans une comment dire, dans une orientation qu'on a l'habitude de voir. Généralement, quand c'est chaotique, c'est très sombre. Là, non. Là, c'est lumineux. Et je trouve que c'est à l'image du film. On ne comprend rien. Et c'est ça qui est bien. On avance sur un territoire qu'on ne connaît pas. Et c'est pour ça que je relevais cela. En fait, je relevais quelque chose que j'avais beaucoup aimé, tout simplement. Mais c'est-à-dire où effectivement il y a des moments de ne pas, déjà quand c'est très dramatique, de ne pas non plus surdramatiser. Exactement. Et c'est pour ça parce que je pense que dans ce genre de série c'est une série noire, ça épouse quand même les codes des polars, des romans noirs. Généralement, on tombe dans des clichés qui commencent à être, qui alourdissent la réalisation. Et là, non. C'est le fait qu'à chaque fois, vous nous dites à nous spectateurs, c'est pas ce que vous pensez. Comment tu fais pour réussir à trouver ce rythme qui permet à n'importe quel d'entre nous, spectateurs, d'imaginer que chacun des personnages qu'on a vus, ils ont eu une histoire avant qu'on les voit, avant qu'ils arrivent dans le plan. On sait qu'ils ont eu une histoire et surtout, on les identifie très vite. C'est l'école américaine et c'est aussi l'école de la vie. L'école américaine dans le sens de l'écriture. Les Américains, quand ils te présentent un personnage, en 10 secondes, tu dois avoir compris qui il est. Oui. Et sur un détail particulier qui ne va pas échapper aux gens. La plupart des scénaristes français travaillent de manière très didactique et très intellectuelle. Moi, je travaille de manière très sensitive parce que je suis un autodidacte, je suis un mec de la rue et j'ai appris à ressentir les gens. Et quand j'écris un personnage, et Frédéric a travaillé sur Braco, il a réalisé dès la saison 3 les 4 premiers épisodes, donc ça voulait dire qu'il avait la charge de la créativité et du look artistique, de la direction artistique, parce que le premier metteur en scène sur les premiers épisodes d'une saison, c'est lui le patron de la direction artistique et du look et de l'atmosphère générale qu'il va donner. Et que l'autre metteur en scène derrière doit s'incruster dans cette vision artistique. Et Frédéric a beaucoup lu mes scénarios et il voit tout de suite de quoi je parle sur un personnage. Et là, sur l'Algérie, sur Alger Confidentiel, il fallait qu'on comprenne tout de suite ce qui se passe. Et ça, c'est j'ai une oreille interne. On demandait à Michel Audiard où est-ce que vous allez chercher vos dialogues. Michel Audiard disait, il n'y a pas de cours de dialoguiste à donner, c'est une musique interne qu'on a dans l'oreille. Mais moi, la musique que j'ai interne c'est une musique de mots. Tandis qu'un musicien, c'est une musique de notes. Et celui qui a le bon rythme, et le rythme est essentiel, c'est vraiment ce qui définit l'histoire. Il faut que les gens rentrent dedans tout de suite sans grandes explications. Il faut tout de suite qu'on percute qui est ce personnage, dès les premiers mots, dès un regard qu'il pose sur un détail en particulier. Tu vois? Et ça, c'est un truc que je sais faire parce que j'ai beaucoup fréquenté. Je suis parti, moi, à l'âge de 16 ans à l'usine et j'ai grimpé pas à pas les escaliers jusqu'à mon statut social actuel. Donc, j'ai rencontré des ouvriers, j'ai rencontré des clochards, j'ai tout rencontré. Quand j'étais journaliste, j'ai été envoyé à une fête du Front National pour interviewer des membres du Front National à l'époque de Jean-Marie Le Pen. Et je voyais les gens arriver et tout de suite, ces gens-là ont une capacité sur une question, c'est à répondre en 2 minutes sur qui ils sont. En 2 minutes. Quand, par exemple, je rencontre un type du Front National qui a une allure de comptable, il ressemble à Eric Woerth, allez, physiquement. Je lui dis pourquoi un monsieur comme vous, avec votre statut social, vous êtes au Front National. C'était dans les années 90. Et ce monsieur me répond, ma mère a quitté mon père pour partir avec un noir. Alors je lui dis, vous êtes raciste? Il me dit, non, pas du tout, monsieur, quelle que soit la couleur de la peau. Je m'en fous. C'est juste que ma mère, je ne lui pardonne pas d'avoir quitté mon père pour un autre homme. Et là, on rentre dans autre chose. Et il me dit, je suis au Front National.
pour que les femmes retrouvent la place qui doit être la leur dans une cellule familiale. Son problème, c'est pas que sa mère soit partie avec un noir, elle aurait pu partir avec un chinois ou un arabe, il n'est pas raciste. Il veut juste une chose, c'est que retrouver cette époque où les femmes, même si elles étaient malheureuses en mariage, devaient rester avec leur époux. On rentre dans autre chose. Et ça, il me l'a défini en 2 minutes. Mais même pas, en 2 minutes. Il m'a emmené sur une fausse piste parce que sa mère est partie avec un noir en Afrique et elle est heureuse. Et voilà. Mais c'est pas ça le problème. C'est pas la couleur de peau de l'homme pour lequel elle est partie. C'est qu'elle est partie. Tu vois, on en revient à quelque chose de plus simple. Et c'est ça qui fait un début d'histoire intéressant, qui fait un personnage intéressant. C'est qu'on l'attrape, on croit qu'on l'a attrapé, mais on se retrouve avec un nuage de fumée dans les mains. Il faut que le public, le personnage qu'on présente, ne soit jamais là où on pense qu'il doit être. Sinon, on s'ennuie d'entrée de jeu. Et avec Amel, avec Soudani, avec tous ces personnages, on ne savait jamais réellement où ils étaient. Par exemple, la réplique de Toumi, quand Ralph Ailey le soupçonne d'être un traître et lui dit « Pour qui travaillez-vous » Et Toumi répond « Pour mon pays ». Mais quel camp dans ton pays? Voilà la vraie question. C'est ça qui est intéressant. Et donc, quand je travaille, je veux que le public comprenne d'entrée de jeu. Le lecteur de base. Je rappelle que Stanley Kubrick, quand il fait Shining, quand il adapte le scénario de Shining, il y a une scène, tout le monde s'en souvient, c'est un classique, où Jack Nicholson vient pour un entretien d'embauche. Stanley Kubrick a rencontré le maître d'hôtel qui est chargé de dispatcher les CV et compagnie, tout ça. Okay. Il lui a mis son scénario, il lui dit « Que pensez-vous de la scène d'entretien d'embauche ?» Le maître d'hôtel, enfin le type qui est juste en dessous du directeur, qui gère les grooms, qui gère tout le personnel, a fait des retouches sur le scénario. Kubrick en a tenu compte. Ce que Kubrick peut faire avec un maître d'hôtel, je serais bien stupide de ne pas le faire. Voilà. On ne sait pas tout, mais on doit apprendre à connaître l'humain. Et moi, si demain, je dois travailler sur un corps de métier que je ne connais pas, j'irai voir quelqu'un qui a passé 30 ans dans ce métier. Je dirais, est-ce que vous parlez comme ça? Est-ce que votre champ lexical, il est là? Il me dit, non, je vais t'expliquer. Et là, il le retouchera. Donc moi, mon travail, c'est que le personnage, tu le comprennes tout de suite. Et que surtout, le metteur en scène soit séduit par ce personnage. Ça a été le cas avec Frédéric et qu'il ait envie d'aller chercher une actrice ou un acteur et de travailler sur ce personnage, d'en comprendre sa simplicité et sa complexité. Donc, tout mon travail, j'ai envie de dire, si vous n'avez pas fréquenté la rue, le monde, les gens simples, si vous avez tout de suite fait une école de cinéma prestigieuse sans savoir ce qu'est réellement le monde, eh ben, allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Parce que ce que je sais, moi, aujourd'hui, en tant que scénariste, c'est ce que j'ai appris en tant que simple citoyen. J'ai rencontré les gens, j'ai rencontré les humeurs, qu'elles soient bonnes, mauvaises, dures, violentes, humanistes. J'ai rencontré les humeurs de la population, j'ai rencontré les corps, différents corps de la population. Et j'ai parlé avec eux et je les ai écoutés. Et après, je retranscris ce que j'ai appris. Point. C'est ça la base de mon travail. Et c'est ce que je fais quand je m'y mets. Je me dis, qu'est-ce que c'est qu'une juge d'instruction qui viole sa condition, entre guillemets, d'algérienne, c'est-à-dire de bonne algérienne qui devrait épouser ou tomber amoureuse d'un musulman et lui faire des enfants. Et là, elle tombe amoureuse d'un Allemand occidental non musulman. Et elle se réfugie au Maroc, tout un symbole, pour pouvoir vivre sa sexualité et son amour avec cet homme-là. Qu'est-ce qui se passe au fond d'elle? Qu'est-ce qui triomphe au finish? Qu'est-ce qui triomphe? Son émotion, son cœur, ou alors ses obligations? C'est ça que la question que pose Amel. Quand j'ai posé la question à Amel, je savais comment il fallait que je l'écrive. Basta. Et Frédéric a très bien compris, puisque son job de metteur en scène, c'est aussi d'écrire sur le plateau. Un film s'écrit 3 fois. Sur le papier, sur le plateau et au montage. Frédéric, c'est la 2e étape de l'écriture. La 3e étape, c'est Frédéric avec son monteur ou sa monteuse. Pas ça. Mais en amont, il faut vraiment que le truc soit solide. Sinon, tu ne fais rien pousser dessus, même sur un plateau. C'est vrai qu'il y avait un défi, comme tu le dis, Samir. Il y a beaucoup de personnages. Il faut les présenter très. Et ce qui était formidable dans l'écriture d'Abdel, c'est que il n'y a pas de scène d'exposition classique, lourdingue, avec. On est en mouvement tout le temps. On découvre les personnages en mouvement. Que ce soit Reinhard Wegner, le marchand d'armes, avec Alexis Clérel,
donc le côté allemand, tout ce qui se passe au ministère, tout ce qui se passe en Algérie, chez Soudani dans son bureau avec Koumi, Ralph et Amel. Il y a une espèce de ballet comme ça qui s'organise, sur lequel on a pas mal travaillé, qui présente tous les personnages, et je pense de manière assez attractive, d'abord parce que le casting est assez précis, ils sont tous assez typés dans nos choix, et reconnaissables, sans tomber dans des clichés, je l'espère, et en même temps, ce qui est super, c'est ça qui m'a vraiment beaucoup plu aussi au début, quand Abdel m'a fait lire ces textes, c'est on chope le train en marche, on est immédiatement dans le mouvement. Et ça, je l'ai accentué dans le filmage, dans la réalisation, et ensuite au montage. Parce que tout ça devait tenir dans un premier épisode très dense qui fait 45 minutes quand même. Et il faut accrocher les gens aussi. Il faut les intéresser immédiatement. Donc c'était là aussi le défi de ce premier épisode. Petite mini-série, parce qu'en 4 épisodes, on raconte beaucoup de choses aussi. Et puis il y a une chose aussi quand même sur laquelle il faut quand même insister. C'est Frédéric, t'as une manière de regarder tes comédiens et comédiennes que je trouve assez jolie. Mais le regard que Frédéric pose sur les comédiens, c'est le regard d'un metteur en scène, et il y en a pas beaucoup qui aiment les comédiens. Il y a de très grands metteurs en scène qui sont emmerdés par les comédiens. Hitchcock disait beaucoup de mal des comédiens. Mais tu connais l'anecdote d'Hitchcock qui disait je jalouse Walt Disney parce que lorsque Walt Disney n'aime pas un de ses comédiens, il le déchire. Voilà, je la connaissais pas, mais Hitchcock n'était pas réputé pour aimer ses comédiens et ses comédiennes. Mais Frédéric aime ses comédiens. Moi, j'adore les comédiens. J'adore travailler avec eux, parler avec eux. J'adore ce qui se passe dans l'échange parce que je ne les vois pas comme des totems sacrés qu'il faudrait vénérer, devant lesquels s'agenouiller. Je les vois comme des gens qui font un métier dans lequel ils doivent donner une part émotionnelle d'eux-mêmes sur un lieu de travail. Et ça, c'est très émouvant de les voir se contorsionner intérieurement et de se dire comment je vais réussir à transmettre ça alors que ça n'est pas forcément moi. Et pour ça, j'ai beaucoup de respect. Et Frédéric les aime beaucoup. C'est pour ça que le regard attendri que tu as eu sur les personnages de Alger Confidentiel, quand j'ai vu les premiers rushs de Barack saison 3, la façon dont il a géré les Russes. D'ailleurs, c'est marrant, on s'est rencontrés sur une série où les mecs parlaient russe, géorgien, on n'en sort pas. Géorgien aussi. Géorgien, ouais, russe, géorgien. Et donc, c'était intéressant. Je me suis dit, waouh, le casting qu'il avait fait avec Locelli, le producteur, il y avait une vraie justesse, une vraie pertinence et une intelligence. Et je trouvais ça super. Je me dis, waouh, le gars a tout compris à ce que j'ai écrit. Et j'en étais, moi, très heureux. Mais je sais que Frédéric aime les comédiens. C'est pour ça qu'il ne peut pas tromper. Tu sais, quand tu commences à filmer, tu ne peux pas tromper les gens. Voilà. C'est vrai, pour revenir sur ce que disait Samir, c'est que même les personnages les plus… le général Soudani, qui est un personnage épouvantable, enfin voilà, qui est un des hommes forts du régime. Alors, est-ce qu'il est inspiré de Salah, Gaïd Salah, je ne sais même pas. Il est inspiré de plein, il y en a eu, il n'est pas le premier, il est le dernier. Il y en a eu d'autres. Il y a le colonel Smaïl, dit Smaïn, qui était une ordure absolue. Gaïd Salah, c'est l'âme damnée. En fait, il y a eu plus de Richelieu que de Gaulle en Algérie. C'est ça le problème de l'Algérie. Et de Toumi, son bras droit, son dauphin, qui est interprété par Dali Ben Salah, et on va voir que le personnage est plus complexe qu'il n'y paraît au fur et à mesure que le récit se déploie. Mais en tout cas, c'est d'avoir effectivement un regard même sur les personnes, de ne pas être complètement caricatural et que même ce Soudani-là puisse, je n'irai pas jusqu'à puisse nous toucher, c'est pas du tout ça. Il faut qu'il nous foute un peu les jetons, qu'il ait un côté évidemment, mais qu'il y ait quelque chose de, comme tu le dis, d'incarné, qu'on ne soit pas dans une caricature de crapule à la tête de l'État, etc., etc. Donc c'est des choses sur lesquelles on travaille avec des acteurs qui ont notamment Soudani, qui est joué par Amou Graya. Amou Graya, qui est un acteur de théâtre incroyable, qui a travaillé énormément avec Patrice Chéreau, etc. Donc c'est des acteurs qui savent incarner leur rôle et sur lesquels parfois on les laisse partir et c'est des Formule 1, quoi. Il faut même les retenir, quoi. La fin du livre, j'imagine, doit être différente de la fin de la mini-série. Alors, je l'avais mise dans une séquence que j'avais écrite et je suis content qu'elle ait plu à Frédéric parce que faut pas oublier que
comme c'est pas moi qui réalise, c'est pas moi qui tiens l'intégralité du propos de fond. C'est moi qui écris et qui réalise, c'est moi le patron. J'ai l'intégralité du propos de fond et de forme. Comme je partage ce travail avec un metteur en scène, il a aussi ses convictions personnelles. Ce n'est pas un gogol qui débarque, il a aussi ses idées, il a aussi sa vision. J'avais écrit une scène où elle était à Berlin dans un appartement ou à Paris, je ne sais plus, et elle découvrait par voie de médias. D'abord, il y avait la presse écrite, après, il y avait un appartement à Berlin, elle le découvrait à la télévision sur une chaîne d'infos en continu. Mais l'idée de mettre les images de manifestations du Hirak, Frédéric a aimé, j'avais proposé, il a aimé, et je trouve que le fait de l'avoir gardé, et là je parle de Frédéric, puisque c'est Frédéric qui a le final cut. D'accord. Si, il a le final cut. On n'est pas aux États-Unis où. Non, mais on écoute le scénariste, on écoute bien au montage à un moment donné, on écoute la chaîne aussi, Arte, qui nous a donné aussi une liberté formidable. Enfin, voilà. Et la symbolique de l'image du Hirak, qui est vendue dans la série comme une sorte d'espoir renouvelé, espoir que je crains futile depuis le Covid. Et depuis l'arrivée de Tebboune au pouvoir, je trouve que c'est beau. Ça positionne. C'est-à-dire que j'espère que le Hirak va reprendre en Algérie, que les Algériens vont descendre dans la rue. Et je serais triste que ça ne revienne pas. Mais au moins, si des gens du pouvoir algérien regardent la série, ils savent où sont positionnés les auteurs. Ils savent ce qu'on pense et comment on voit les choses. Et pour moi, l'Algérie ne peut survivre que grâce à son peuple, sûrement pas grâce aux gens qui le dirigent. Et ça ne remonte pas à hier. Voilà. Dans l'histoire de l'Algérie, il y a le 11 décembre 1960. Je ne sais pas si on a le temps d'en parler, mais le 11 décembre 1960 est une date pour le peuple algérien importante. Et depuis cette date-là, le gouvernement algérien, gouvernement entre guillemets, la junte militaire, n'a fait qu'étouffer la possibilité d'une réussite comme celle du 11 décembre 1960. Voilà. S'il y a des Algériens qui nous regardent, ils sauront de quelle année je parle. Quant aux Français d'origine algérienne qui crient 1, 2, 3, renseignez-vous sur le 11 décembre 1960. C'est une date importante pour un peuple, en l'occurrence le peuple algérien. Algérie confidentielle, c'est aujourd'hui, c'est à 20h55, c'est sur Arte, et à partir depuis hier jusqu'au 18 mars, c'est sur le site d'Arte. Toutes les informations sont dans le descriptif de cette vidéo. Le cinéaste Frédéric Jardin et le scénariste Abdel Raoud Afrique étaient là pour en parler. En tout cas, merci beaucoup Frédéric et Abdel, c'était passionnant. Merci à toi. Et puis longue vie à la mini-série, et puis à très vite, comme on dit. Merci à vous. Merci Samir. Salut Frédéric. Salut, à très vite. Au revoir. Ciao. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and